Les objectifs de guerre des Russes maintenant sont assez clairs. C'est d'ailleurs finalement assez ambitieux, contrairement à ce qu'on dit. Ils n'ont pas forcément réduit beaucoup les objectifs de guerre. Au départ, c'était changer le gouvernement, dénazifier, mais pas annexer, parce qu'il y a eu plein de contradictions, même au tout début, avant de subir des revers. Poutine était assez flou. Ça fait partie de la stratégie un peu embrouiller l'adversaire. Mais l'objectif aujourd'hui qui est très clair, c'est ce qu'on appelle la Nova Rossiya. La Nova Rossiya, ça va du sud jusqu'à l'est. C'est un concept d'ailleurs qu'on entend de plus en plus depuis quelques jours. Et l'idée, c'est de priver totalement l'Ukraine d'un accès à la mer. Mais moi, je pense que cet objectif de guerre n'est pas forcément un objectif durable, c'est un objectif tactique qui va peut-être inclure, dans le cadre d'une négociation, la restitution, s'ils y arrivent, j'ai des doutes, mais à prendre Odessa. Odessa, c'est le vrai port d'où arrivent et d'où partent des marchandises, le blé, etc. Donc Odessa, ça va être une bataille qui va essayer d'être gagnée par les Russes, mais en dehors d'Odessa, ou en incluant Odessa, le nouvel objectif de guerre, c'est réduire l'Ukraine à 60%, en faire un pays qui a 60% l'Ukraine, et la priver totalement du contrôle de l'accès à la mer Noire, qui est une obsession d'ailleurs des Russes, des Soviets et des Tsars depuis pas mal d'années, depuis au moins deux siècles. Et d'ailleurs, l'obsession des Occidentaux et des Anglo-Saxons, mais Anglo-Américains, effectivement, c'est plus juste, parce que les Australiens sont un peu loin quand même. Et l'objectif des Anglo-Saxons, de Mackinder à Spikeman, en passant par d'autres, Mahan et les grands stratèges terrestres, navals américains, ça a toujours été d'essayer de faire en sorte que le Rimland conçu par Spikeman et qui doit encercler le Heartland de Mackinder. Donc le Heartland, c'est le centre de l'Eurasie, c'est la Russie, plus, disait Mackinder en 1904, il avait écrit ça avant le soviétisme, il disait c'est la Russie, peut-être plus l'Allemagne, s'il y a une jonction Allemagne-Russie, une soudure Allemagne-Russie. Et c'est très important de voir que c'est vraiment quelque chose qui est considéré comme une des menaces les plus stratégiques pour l'hégémone américain. Et je ne me réfère pas à Brzezinski, qui effectivement est obsessionnel dans le narratif russe, même s'il représente une vraie tradition, mais je me réfère là plutôt à George Friedman, qui est le chef de file de Stratfor, on dit que c'est l'ombre de la CIA, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est quand même quelqu'un qui représente un véritable courant opérationnel. Et George Friedman, dans une vidéo au Global Chicago Institute en 2015, expliquait, pour nous, la menace existentielle, ce n'est pas l'islamisme, c'est peanuts. L'islamisme, il faut le traiter. Voilà, il dit exactement, il faut le traiter. Mais c'est loin de chez nous, ce n'est pas existentiel. La Chine, ce n'est pas si grave que ça. Par contre, la pire des menaces pour notre hégémone, ce serait une jonction, ou plutôt une soudure, une unité, un rapprochement germano-russe, qui d'ailleurs était en train d'être permis par Nord Stream 2, d'où les méga sanctions pour les compagnies qui étaient dans Nord Stream 2 pour essayer de les ruiner. Et ça a marché parce qu'après, vraiment, ils ont fait faillite. Et donc, Nord Stream 2, c'était ce qui allait faire la jonction germano-russe, qui est l'obsession, la phobie de nombreux stratèges anglais, jadis, puis américains pendant et après la guerre froide. Et ça, si on comprend ça, on comprend mieux que les États-Unis ne lâcheront pas. Et c'est pour ça qu'ils mettent le paquet. Ils ne peuvent pas se permettre que la Russie au nord de la mer Noire et un contrôle total et en prive totalement l'État proxy ou l'État fidèle ou l'État protégé, on l'appelle comme on veut, les Russes diront État proxy, nous on dira État protégé. L'Ukraine comme État protégé investi par l'économie et les stratèges américains et la politique américaine depuis les années 2005, révolution orange, parce qu'il y a eu vraiment un investissement. Rien qu'en 2005-2008, il y a eu à peu près 5 milliards de dollars investis directement par des agences d'État ou privées ou des ONG qui sont très très proches des buts américains. Il y a eu un investissement important de l'Ukraine parce que l'Ukraine, comme le dit Brzezinski, mais aussi comme le dit George Friedman, mais aussi comme le dit le grand stratège académique américain John Mearsheimer, que Harold probablement n'aime pas trop parce qu'il a osé dire, alors que ce n'est pas un pro-Kremlin, c'est un des plus grands académiques spécialistes de la guerre froide, du monde bipolaire, il a dit que l'extension de l'OTAN indéfinie, continuelle, au-delà de l'Allemagne, normalement elle ne devrait pas s'arrêter. En 91, on promet que ça n'ira pas au-delà de l'Allemagne. Aujourd'hui, on est aux portes de l'Ukraine. Et en 2008, on a proposé un destin atlantiste à l'Ukraine, ce que la France et l'Allemagne, sages, avaient refusé. Elles savaient que c'était casus belli, zone rouge, ligne rouge, mais elles n'ont pas été jusqu'au veto. Ça, c'est l'hypocrisie, ou plutôt la demi-mesure à française et allemande,
Ils étaient vraiment contre, mais ils n'ont pas osé mettre un veto, donc ils n'ont pas bloqué la chose. C'est pour ça que c'est resté une menace. Peut-être que Poutine brandit comme prétexte pour ses appétits de puissance, peut-être une véritable menace existentielle. Bref, les objectifs de guerre des Américains, c'est bouter les Russes hors d'Ukraine, effectivement, comme dit Harold, mais aussi cet enjeu fondamental de la mer Noire. Et pour les Russes, c'est l'inverse, c'est contrôler la mer Noire et rendre l'Ukraine un pays vaguement agricole qui sera obligé de passer par des voisins pour exporter, qui n'aura plus aucun accès à la mer. Et dans les deux camps, ça va être très très difficile de renoncer à ces objectifs de guerre. C'est pour ça que la guerre sera longue,